D'abord, bonsoir à tous. Je suis très heureux de revenir à la librairie Dialogue parce que je me promène pas mal en France. Enfin, je me suis beaucoup promené en France et là, je continue pour ce livre. Vous m'entendez? Ça fonctionne? D'accord. Et c'est vrai que je dois dire, je le dirai pas aux autres, mais puisqu'on est entre nous, je le dirai, la plus belle librairie de France. C'est à mes yeux. Vous avez une chance folle d'avoir cet outil à votre disposition. Vraiment, c'est très, très impressionnant à chaque fois que je viens. Puis elle est très monumentale, elle est très belle et en plus, elle est très vivante. Voilà, donc je suis très content de revenir. Je vais vous parler d'un personnage qui n'est pas beaucoup passé par Brest, à vrai dire. Il a énormément voyagé, mais ses pas ne l'ont pas beaucoup mené vers la Bretagne. Alors, pourquoi j'écris ce livre? Parce que, moi, comme vous l'avez dit très gentiment, moi je suis né à Bourges, ce qui en soi n'a pas beaucoup d'importance, mais ça a eu une conséquence, c'est que naissant après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, comme Jacques Coeur est né, lui, à la fin de la guerre de 100 ans, et je suis né dans cette ville très sombre qui, après la guerre, était quand même une ville triste, une ville... Elle a beaucoup changé, mais enfin, c'est une ville assez... voilà, qui s'est conservée telle qu'elle à travers les âges. Le seul endroit dans cette ville, dans ce centre-ville, très beau d'ailleurs, qui était pour moi un peu une sorte de pressentiment qu'existait autre chose, hein, c'était le Palais Jacques Coeur. Du plus loin que je me souvienne, c'était pour moi un mystère, ce palais, avec ses deux faces, avec cette face médiévale très, très, très militaire finalement, avec des tours et tout ça, puis la face Renaissance. Ce personnage était là, il m'indiquait un chemin peut-être, et puis lui-même avait au fond parcouru le monde, et il témoignait au fond de l'existence d'un autre monde, voilà, et très proche. Et alors c'est toujours resté en moi, et quand je suis rentré du Sénégal il y a maintenant 1 an et demi, je suis plongé dans la nostalgie un petit peu de ma ville natale, et j'ai retrouvé ce palais, ce personnage, et voilà, j'ai eu envie de raconter sa vie. C'était ce qu'il fallait à ce moment-là pour moi. Oui, alors il n'est pas... Alors vraiment, il n'est absolument pas nécessaire de connaître Jacques Coeur pour lire ce livre. Au contraire, je dirais même que c'est fait pour introduire un lecteur qui n'a... Au fond, ceux qui le connaissent peuvent être intéressés par les éléments biographiques, mais ceux qui ne le connaissent pas doivent le prendre comme un héros parmi d'autres. Mais c'est effectivement un héros, c'est-à-dire c'est effectivement quelqu'un dont la vie a été extraordinairement romanesque, au fond. Mais c'est surtout, à mon avis, c'est surtout un personnage clé... d'abord dans notre histoire collective, notre histoire nationale, parce que c'est un personnage qui est situé à la charnière de deux époques, le Moyen-Âge, vraiment, la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Il est vraiment, comme son palais, charnière entre les deux. Et il a contribué à faire passer la France de l'un à l'autre de ces États. Et puis, surtout, il est très emblématique, à mon avis, d'une nouvelle... époque, encore une fois, de relations entre la France et le monde, je dirais. Puisque la guerre de 100 ans est une sorte de face-à-face incestueux avec l'Angleterre qui va durer comme ça pendant un siècle, même plus. Alors que après, à partir de cette époque de Jacques Coeur, on va être un peu libéré de cette affaire anglaise, même complètement. Et on va se mettre, nous, Français, à regarder vers l'Italie, à regarder vers la Méditerranée, à regarder vers l'Orient. Et là, à voir des gens qui sont vraiment différents de nous. Et qui nous apportent beaucoup, qui vont nous apporter beaucoup, qui vont nous apporter, auxquels on va prendre beaucoup. Et Jacques Coeur est vraiment l'homme qui a eu l'intuition que, au fond, ces civilisations d'Orient en particulier, il fallait cesser de les combattre et plutôt essayer de leur prendre ce qu'elles avaient de meilleur par l'échange, par le commerce, etc. Et il va monter cette énorme maison de commerce qui va apporter à la France, sortant de la guerre de 100 ans, ce dont elle manque tant, c'est-à-dire le plaisir, le luxe, des choses dont les gens sont altérés à ce moment-là, parce qu'ils en ont été privés pendant si longtemps. Donc Jacques Coeur fera le commerce, non pas de la viande, non pas du blé, non pas tout ça, mais il fera le commerce de tout ce qui est, j'allais dire, en plus, des épices, des soieries, des parfums,
du sel, mais du sel presque au sens presque symbolique, du sel la terre, de ce qui s'ajoute pour donner du goût, voilà, du plaisir. Parce que dans le roman historique, il y a souvent des choses qui vous empêchent au fond d'entrer. Ils sont trop costumés, ils ont trop de trucs sur le dos, des trucs qu'on connaît pas. Ils sont habillés comme ci, comme ça, et au fond, toutes ces descriptions souvent vous empêchent d'être vraiment de plein pied avec les personnages. Donc moi j'aime bien, au fond, les espèces de dépouillement, parce que je crois, pour ça, en étant un peu un disciple de Marguerite Yourcenar dans ce domaine-là, qui disait que un roman historique, s'il n'était pas fondé dès qu'un bal costumé, elle disait, elle avait raison, il faut qu'un roman qui se situe dans l'histoire soit solide, parce que sinon le lecteur ne se sent pas tellement à l'aise. S'il se dit à tout moment, vous voyez, je suis au XVe siècle, puis je vais voir quelqu'un sortir un ticket de métro, ça va pas. Vous voyez, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de la confiance. Mais en même temps, avec des personnages comme ça, les éléments historiques ne sont pas suffisamment nombreux pour remplir tout l'espace. Parce que finalement, Jacques Coeur, il manque des tas de choses. Il manque à commencer par son portrait. Et il faut combler ces vides et il faut lui donner de la chair. Donc je pense qu'il faut aborder les événements à travers la conscience du personnage. C'est toujours très meilleur parce que c'est comme ça que très naturellement, au fond, on entre dans son époque. Et en y réfléchissant, je me suis dit, je suis tellement proche de ce personnage, il m'est tellement familier, je suis tellement proche de lui, au fond, que je ne me voyais pas le raconter autrement que comme des mémoires, c'est-à-dire qu'en parlant à la première personne. Ce que j'avais jamais fait, pratiquement, enfin, sauf quand j'ai raconté ma propre expérience de médecin, mais sinon, j'avais jamais utilisé cette technique-là, j'ai toujours la troisième personne. Et là, c'était pas possible, parce qu'au fond, j'étais trop près de lui. Voilà. Et la première fois où il est mis en présence du roi, c'est une scène qui est très particulière, puisque ça se passe à Bourges, dans le palais du duc de Berry, où il y a une très grande salle, une immense salle pour l'époque, qui a été construite de façon, c'est une prouesse architecturale pour l'époque, c'est une salle immense. Et on l'introduit dans une pièce obscure. Et en marchant dans la pièce, en avançant dans la pièce, il entend que c'est une pièce extrêmement vaste, parce que l'écho que lui renvoient les murs est très très diffus, et il se rend compte de la dimension de la pièce, mais elle est obscure. Il y a juste au centre une table avec une bougie et qui éclaire un halo. Alors il se met dans la lumière. Sur la table, il y a des feuillets écrits, donc il sent que c'est un piège. Il n'y touche pas, il ne les regarde pas. Il attend, et puis il entend une espèce de frottement autour de lui. Alors il se demande ce qui se passe, et puis il se rend compte, on lui avait dit, le roi va te flairer. Et c'est le roi qui est à la limite de l'obscurité. Il avait un grand nez, vous savez, ça arrive, Charles VII, il a un grand nez, et qui le renifle pour voir, et qui tourne autour de lui comme ça. Et puis à un moment donné, il va entrer dans la lumière et lui parler. Et toutes les relations de ces deux personnages vont être comme ça, c'est-à-dire ce roi timide et il commence si mal va être un très grand roi grâce en particulier à des gens comme Jacques Coeur, mais c'est une relation qui est toujours marquée par la peur. Au début, il commence comme ça parce qu'il est d'abord il est menacé, il n'a qu'un tout petit bout de royaume, il a commis une énorme erreur, ou en tout cas on l'a commise pour lui en assassinant Jean sans peur sur ce fameux pont de Montreux. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et puis petit à petit, il va remonter la pente. Il va remonter la pente et au fond, à un moment donné, ça va aller mieux pour lui. Et au fond, le moment où ça bascule, c'est quand il rencontre justement Agnès Sorel. Parce que jusque-là, il avait des maîtresses. Comme tous les Valois, c'était un être assez sensuel. Mais il avait des maîtresses cachées, si vous voulez, voilà, jetables, on pourrait dire. Et puis, avec Agnès Sorel, il va avoir une maîtresse qu'il installera au vu et au su de tout le monde. Ce roi timide, bizarrement, est le premier à avoir installé une favorite à sa cour, ce qui est assez étrange. Mais c'est comme ça. Et finalement, il terminera sa vie, au contraire, dans les fêtes, dans la débauche complètement. Et Jacques Coeur, qui le voit évoluer d'ailleurs, se méfie toujours. Et quand il sera moins timide, il dira il est encore plus dangereux. Parce que quand il était faible, ce qu'il y avait en lui de caché était bon, d'une certaine façon. Mais au contraire, quand il a été au grand jour comme ça, ce qui était caché en lui, c'était sa méchanceté. Mais elle était toujours là.
Ah ben, Agnès Sorel, moi, je suis intarissable sur Agnès Sorel parce que c'est un personnage extrêmement attachant. C'est un destin étrange, extraordinaire, parce que c'est une femme qui va mourir à 28 ans, donc très très jeune, et qui, dans ce laps de temps très court, va avoir un destin extraordinaire. Elle est d'une bonne famille, elle va avoir une très bonne éducation, elle va être placée auprès d'Isabelle Lorraine, la femme du roi René, elle va aller en Italie, donc avec vraiment une formation culturelle, on pourrait dire aujourd'hui très, très poussée. Et puis elle est mise dans le lit du roi par intrigue politique, hein, vraiment, par la maison d'Anjou pour contrôler le roi. Et elle ira si loin dans les honneurs qu'elle comprend qu'elle ne peut pas revenir en arrière. S'il la répudie, elle est finie. Donc elle va installer tout un réseau d'amitié, etc., pour, au fond, installer son pouvoir à elle. Mais c'est une relation d'une grande, grande proximité et d'une grande tendresse. Et au fond, je pense que d'une certaine manière, c'est la femme qu'il a le plus marqué dans sa vie. Et parmi ses amitiés, il y a Jacques Coeur, qui est en quelque sorte son complice, si vous voulez, très, très étroitement lié à elle. Et qu'est-ce qu'ils partagent tous les deux? Ils partagent la même peur du roi. Ils sont tous les deux dans la dépendance de ce roi, qui peut à tout instant les précipiter dans la nuit, d'une certaine façon, mais dont ils dépendent. Et elle va le protéger. Elle va protéger Jacques Coeur. Et quand elle mourra, donc à 28 ans, dans des conditions qui sont qui sont encore complexes, Jacques Coeur, l'année suivante, sera en disgrâce. Oui.